Voilà, donc la session, c'est parti. Je vais partager l'écran. Et puis, donc, on démarre la session sur les datas. Donc, si vous êtes là ce soir tous pour avoir bravé la chaleur et prendre un moment pour vous intéresser aux datas, vous avez vraiment bien fait parce que c'est quand même vraiment fondamental quand on recherche la performance ou quand on débute pour comprendre un petit peu ce qui se passe. C'est vraiment important à tous les niveaux. Euh, En Formule 1, dans les disciplines les plus élevées, les datas sont fondamentales, mais chaque personne qui a un boîtier a accès à énormément d'infos. Donc, savoir les traiter, c'est un vrai plus et c'est un super avantage sur la concurrence. Je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Je suis le fondateur de My Racing Coach. Euh, je pilote encore en F3 historique et aussi de temps en temps en C1. J'aime bien ça aussi. J'ai découvert l'année dernière. Je suis spécialiste en acquisition de données. J'ai découvert ça en même temps que ma pratique, il y a 5 ans à peu près. Et je suis vraiment devenu spécialiste là-dedans parce que j'ai beaucoup travaillé les acquisitions de données avec mon pilotage. Donc, expérimenter ce qui se passe sur la piste, aller voir dans les courbes et puis comprendre un petit peu comment on peut progresser. Et aujourd'hui, ben, j'ai la chance d'accompagner plein de pilotes en karting vraiment de tout niveau. J'ai des débutants, vraiment, des gens qui font leur première course cette année. J'ai quand même eu l'occasion de travailler en karting avec des gens qui sont champions du monde KZ, au moins trois. Donc, ça me donne quand même un panel assez large sur l'éventail de la perf qu'on peut atteindre et de ce qu'on peut attendre, en tout cas des datas. Euh, Guillaume, juste un petit point sur d'où viennent les En participants, si tu discipline, veux bien. Ouais, oui, bien sûr. Alors, on a du karting X30, de la Caterham, du rallye, de la Fun Cup. On a aussi du sidecar, j'ai vu tout à l'heure. ah, très bien. On a de la Legend Car Cup, du Track Day aussi voiture, du simulateur, des courses historiques. Oui. On, on a de la moto, évidemment. Course de côté rallye encore. KZ, Midget, Mini 60, c'est un Cup, Caterham, karting. Je crois que ne pas en avoir oublié dans ce que j'ai vu. En tout cas, C'est un c'est club. super large. Je dirais quelques mots du rallye parce qu'effectivement, les acquisitions de données en rallye, c'est assez spécifique et ça s'utilise pas tout à fait de la même manière qu'en circuit. J'en parlerai un petit peu. Pour tout ce qui est moto, sidecar, j'ai quelques datas de moto dans mon main, mais en fait, on va reprendre les mêmes principes en moto. Il y a un angle de plus, mais sinon, on a le même principe. Donc, ce que je vais dire ce soir va être normalement valable pour tout le monde. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir plein de gens d'horizons différents. Alors, pour les gens qui On a même du démarrent bateau. vraiment du bateau, ah, ça m'intéresse. Pour les gens qui démarrent vraiment les équipements minimums, donc pour AIM, hein, les Micron 5 et maintenant 6 pour le karting, le solo, voilà, qui est vraiment incontournable en voiture. Et puis, il y a des choses un petit peu plus sophistiquées avec différents tableaux de bord. Donc, bah, c'est pareil, s'il y en a qui ont des équipements, on va dire, un peu différents de ça, dites-nous-le. Mais sinon, tout ce qu'on va dire, voilà, répond à la majorité, en tout cas, des appareils AIM. Le logiciel dont on va parler, ce que je vais montrer, c'est le logiciel Race Studio 3, donc qui est téléchargeable évidemment gratuitement sur les sites IM, IM Sportime. On a mis le lien ici. Donc, j'imagine que tout le monde l'a. Euh, Là, ce qui serait bien de savoir, c'est est-ce qu'il y a des gens qui débutent à 100% ou qui savent un minimum sur RStudio. Donc, pareil, une petite enquête vraiment rapide. Qui est débutant, niveau intermédiaire et expert? Si vous voulez nous mettre ça, ces 3 points, et soyez à l'aise avec les mots débutants, à l'aise avec les mots intermédiaires et à l'aise avec les mots experts. Et là, on a une vague de débutants ce soir. On a un Oui, intermédiaire, débutant, donc on débutant, fait le jamais point utilisé dans. RStudio, intermédiaire, intermédiaire, vieux débutant, intermédiaire, Ok. RStudio 2 aussi, des utilisateurs, RStudio 2. débutants, Ouais. débutants, intermédiaires.
Ok, ceux qui sont sur ResStudio 2, alors je sais qu'il y en a encore parce que ResStudio 2 avait plein d'avantages et puis il avait une certaine simplicité d'action et on se trouve assez désemparé quand on passe sur ResStudio 3. Moi, le premier, quand je suis passé sur ResStudio 3, j'ai eu un petit peu de mal. Malgré tout, ça vaut quand même le coup de faire l'effort de comprendre et de toute façon, on sera là pour ça, pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans ResStudio 3 parce que une fois qu'on a compris comment il fonctionne, la configuration est quand même beaucoup plus puissante que sur ResStudio 2. Donc voilà. Euh, Pourquoi analyser ces données? Alors, je ne vous pose pas la question, je vous donne des réponses, des indications. Mais pourquoi analyser ces données? Déjà, la première chose, c'est avoir une trace des sessions et des tours effectués. Donc, ne serait-ce que ça, avoir en banque tout ce qu'on a fait, le nombre de tours, quel est le meilleur tour qu'on a fait, combien de sessions on a, ne serait-ce que pour ça, c'est déjà un premier point qui est pas négligeable. Ensuite, évidemment, analyser ses meilleurs tours, travailler avec des secteurs, avec des partiels. Euh, Évidemment, on veut identifier des trajectoires les plus efficaces possibles. Et puis, les deux dernières lignes sont pour moi les plus importantes vraiment. C'est que les datas, du côté du pilote, ça doit vraiment servir à travailler son feeling. Les datas sont pas un frein ou ça doit pas être quelque chose d'un petit peu nébuleux qui apporte trop d'infos. En fait, non, en tant que pilote, quand on se pose des questions, les réponses sont dans les datas. Et en fait, une fois qu'on a compris ça, c'est vraiment un confort parce que quand on roule, déjà, on se pose un petit peu moins de questions. Quand on roule, on est beaucoup plus attentif à ce qui se passe. On sait que de toute façon, on va retrouver l'information. Est-ce que ça va plus vite ou pas? Je vais retrouver l'info. Pas uniquement avec la LED qui s'allume vert ou rouge, mais avec les datas. Et ça, c'est important parce que à chaque fois que vous faites un pas en avant avec votre feeling, vous avez amélioré votre freinage et vous le voyez dans les courbes, bah, quelque part, il devient acquis. Et ça, c'est vraiment bien parce que c'est comme ça qu'on progresse en tant que pilote. Ça nous donne un cercle de performance qui s'arrête jamais, en fait. Et je dirais, on peut commencer à n'importe quel endroit. D'abord, on sort de sa session, on se fait une petite analyse virage par virage, euh, travail des repères, par exemple, ça, j'y tiens beaucoup. On regarde euh, les datas, IM Ray Studio, un peu de vidéo, ça fait pas de mal pour comprendre si le feeling et le Ray Studio est bien aligné avec ce qu'on pense. Et puis à partir de ce moment-là, on travaille ses réglages. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui s'arrête jamais, puisqu'à chaque tour, si on a travaillé quelque chose, on a acquis de nouvelles sensations, on a peut-être un nouveau chrono théorique à atteindre, on a de nouveaux objectifs. Et ce cercle, c'est vraiment pour moi le cercle de performance qu'on doit utiliser et qui vous emmène vraiment sur la progression. Alors, analyser ces données, interpréter les datas pour trouver la performance. Maintenant, je vais vous poser quelques questions et on va faire un petit sondage avec des repères et des idées reçues. Alors, il y en a qui connaissent forcément déjà, j'allais dire la réponse, mais vous verrez qu'il n'y a peut-être pas qu'une seule réponse. Là, votre feeling rapidement, si on se dit comme ça, OK, il y a un virage, OK, tu passes à 84, tu pourrais bien passer à 85. Est-ce que ça semble possible ou pas du tout, c'est impossible ou bah, j'en sais pas trop rien, je sais pas trop, est-ce que je pourrais ou est-ce que je pourrais pas. Marquez-moi ça très très rapidement dans le chat, oui, non, pas sûr, et on fait un petit sondage de, voilà, qu'est-ce qu'on pense, mais vraiment comme ça, sans réfléchir vraiment, hein. OK? Alors, on a du possible, On laisse 30 possible, secondes. pas sûr, oui, pas sûr, oui, oui, pas sûr, oui, possible, oui, non, en tout cas, j'y arrive pas. Oui, possible, tant qu'on braque moins. Possible, pas sûr, à essayer, pas sûr, oui, pas sûr, possible, oui, oui, possible, pas sûr, OK, oui, possible, pas sûr, oui, possible, mais ça va donc. Et OK. on a les trois réponses. Bon, Je crois que c'est notre soirée la plus, comment dire, la plus diversifiée sur la réponse. il y a quand même une grande majorité de oui possible et pas sûr. Hein, on est d'accord? On est d'accord que c'est les trois quarts des réponses. OK. Alors en fait, ce 1 km/h plus vite, il dépend pas mal de choses, mais déjà, je vais vous donner quelques repères. Quand on dit oui, c'est possible, en fait, 1 km/h en moyenne,
En moyenne, ça va faire de 5 à 7 dixièmes au tour. Et pour ceux qui connaissent le circuit de Spa, quand on roule à Spa en 2 minutes 30 à peu près, ça fait exactement une seconde au tour. Donc aller chercher 1 km/h sans modifier quoi que ce soit et des fois sans faire un réglage, aller chercher une seconde au tour, ben, c'est pas possible. En karting, aller chercher 6-7 dixièmes si on n'a rien changé, comment on fait? Donc, le oui possible. Sur la vitesse moyenne, pas sûr. Pas possible en tout cas. Sur le non, je suis déjà à la limite. Ben ouais, comment on fait pour rouler 1 km/h plus vite en ligne droite? J'imagine que vous avez déjà tous le pied bien foncé sur la pédale et puis que ben, on a ce qu'on a, quoi. Et puis sur la réponse, je ne suis pas sûr. Comment je sais que je roule à 85 au lieu de 84? En général, on n'a pas le compteur sous les yeux et puis de toute façon, c'est pas quelque chose qu'on regarde. Donc en fait, ce kilomètre-heure, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que en tant que pilote, on ne le sent pas. On ne peut pas savoir effectivement si on roule à 85 au lieu de 84, à 117 au lieu de 118. Ça, on ne le sent pas. Il faut comprendre que le kilomètre-heure sur la moyenne, ça fait une différence énorme. Et puis qu'il y a plein d'endroits sur le circuit où de toute façon, on est à fond, on est à fond. Donc ça doit un petit peu interpeller. J'anticipe un petit peu sur quand on compare avec un pilote à un autre, on dit oui, bon, ouais, ça va, je suis à peu près pareil, là, je suis 1 km/h en dessous ou 2 km/h en dessous. Ça dépend où et ça dépend comment. OK? Donc voilà, première notion. Une deuxième notion, et là aussi, je vous pose la question très rapidement. À votre avis, c'est quoi qu'il faut pour faire un bon chrono? Donc en bon français, qu'est-ce qui fait le plus de différence sur un chrono? Est-ce que c'est le moteur? Est-ce que c'est la trajectoire? Est-ce que c'est le freinage? Est-ce que c'est la Vmax? Selon vous, donc là pareil, rapidement, mettez ce que vous pensez, un petit sondage. Qu'est-ce qu'est le plus gros contributeur sur un chrono? Voilà, à votre avis. On a le Je vous tout. laisse. La trajectoire, un super châssis, freinage, étrage, freinage, Vitesse étrage, minimale, ouais, ça je l'avais pas euh, vu, ouais. freinage, pilote, trajet Vmax, freinage, trajectoire, tous mes particulièrement frein et trajectoire, freinage, étrage, freinage, Euh, trajectoire et freinage, trajet et freinage, l'attrage, trajet, freinage, le tout, freinage, trage, beaucoup de trajet et freinage. ouais. On a les pneus Ok, et, et la Vmax, ça vient avec la vitesse de passage. ok. Bon, il y aurait quand même un bon consensus sur les trajectoires, hein. En tout cas, la trajectoire, on s'y intéresse beaucoup, en tout cas en premier lieu. Ok, je vais vous donner quelques infos et quelques réponses. Le freinage, le freinage en premier lieu. Alors ça, c'est quelque chose, vraiment, j'aurais dû le mettre en rouge, le faire flasher. Le freinage, c'est le plus gros contributeur sur le chrono. À tel point que, alors, j'ai mis ce que ça peut faire sur le chrono de 1 seconde à 0,5. On peut le lire différemment. C'est-à-dire, si vous êtes en voiture, voilà, vous êtes à 1 seconde de la pole, vous m'envoyez vos datas, je suis à peu près sûr, à 99,999%, que je vais trouver quelque chose dans le freinage, que le freinage est perfectible. En karting, tant que vous n'êtes pas dans les 5 dixièmes, il y a encore des choses à chercher dans le frein. Ça, c'est hyper important. Et alors la bonne nouvelle, c'est que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire à partir du moment où votre freinage il est calé, posé, avec la bonne intensité, au bon endroit, ah, vous ne serez pas à 2 secondes de tour, c'est pas possible. C'est impossible. OK? Donc ça, c'est vraiment le plus gros contributeur. Il va vraiment falloir faire un focus sur le frein dans vos datas et pour vous en tant que pilote. La trajectoire, ça vient en deux. Euh, Allez, 0,3, 0,5 secondes. Euh, c'est important, mais c'est pas aussi important qu'on pense, la trajectoire. Elle va être importante, ça va dépendre des conditions de piste, ça va dépendre aussi pour certaines choses
En KZ, la trajectoire, c'est celui qui est le plus serré qui va le plus vite dans 90% des cas. Donc il y a des choses un petit peu comme ça, mais c'est pas aussi important ce qu'on pourrait voir. Le moteur, alors pareil, j'ai mis des repères. Et évidemment, celui qui a 40 chevaux de moins, il n'arrivera pas à faire le temps. Mais en règle générale, je parle dans les formules monotypes ou en karting, entre un bon moteur et un pas bon moteur ou un moteur un peu moins bien réglé. Allez, ça peut aller jusqu'à 3 dixièmes de seconde. Euh, Au niveau international, par exemple, quand on est très pointu sur le moteur, entre le mercredi et le dimanche, il y a un dixième, hein. Il y a pas une seconde à chercher sur le moteur, quoi, en karting, par exemple. Et la Vmax, c'est le moins important de tout. Les chiffres que j'ai mis, bon, ils sont plus valables en karting. En voiture, ça dépendrait peut-être de la configuration de la ligne droite, mais par exemple, en karting, ça c'est validé sur certains circuits avec des fois 4 km/h de vitesse de pointe de différence. Donc, si on a ça, on rentre tout de suite, on dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a mis l'autre dans son moteur? En fait, ça fait 3 centièmes de seconde, hein, 3-4 centièmes de seconde. C'est rien du tout. Donc, la Vmax, elle a très, très peu d'importance sur le chrono. Et bon, si vous suivez la F1, il y a toutes ces polémiques avec les fins de ligne droite. Si vous suivez la Formule I, vous connaissez le lift and coast. En fait, ils sacrifient la Vmax parce que ça n'a pas un gros contributeur. OK pour ça. Euh, voilà, j'espère que ces premières infos déjà vous, vous apportent à réfléchir. Euh, le logiciel Race Studio 3, donc utilisé avec les systèmes IEM, Micron, c'est ce qui permet de mettre en évidence les points importants de l'analyse. Euh, alors, je vais passer sur le logiciel RStudio 3 après, mais j'ai juste une slide pour dire que le plus important de RStudio 3, c'est de pouvoir faire ses configurations personnalisées. Alors, ceux qui l'ont déjà ouvert et qui ont une configuration de base n'ont pas quelque chose qui ressemble à ça. C'est quelque chose qu'on construit ensemble. On se construit ses propres tableaux pour avoir accès aux informations qu'on souhaite. Et donc là, il y a toute une série de tableaux, en fait, qui servent à avoir des informations. Donc ici, c'est le premier tableau. On va avoir le moteur. Ça, je vous le montre direct sur RStudio 3 quand je fais une petite démo juste après. Je voudrais encore parler d'une idée reçue peut-être, hein, ou en tout cas de la comparaison de courbes. Parce que ceux qui font déjà des datas, et il y en a parmi vous, et donc je suis sûr parmi vous, il y en a qui disent, ouais, mais moi, de toute façon, ce que je fais, je prends un pilote plus rapide, et puis je compare avec moi. Ou je prends mon meilleur tour et je compare. Et en fait, il y a beaucoup de pilotes qui font ça, beaucoup de gens qui analysent en disant, je vais faire de la comparaison de courbes. J'imagine que c'est le cas pour vous, pour la plupart d'entre vous. Et on va se retrouver à comparer. Donc là, je l'ai fait ici, j'ai mis deux courbes de vitesse. Et puis effectivement, on arrive à voir des différences entre le violet et le bleu. Donc en fait, quand le violet est au-dessus du bleu, le violet va plus vite. Quand le bleu est au-dessus, je ne sais pas si ça arrive sur celui-ci ici, ça doit arriver à un endroit ou l'autre, c'est le bleu qui va plus vite, par exemple ici. Et puis, on peut comparer et puis dire au pilote, regarde, à cet endroit-là, l'autre il va plus vite, ici, regarde, il y a beaucoup plus de vitesse, et ça donne une première indication. Le pour et le contre. Le pour, on voit les différences en un coup d'œil. J'aurais pu ajouter, c'est simple, c'est rapide. Ok, ça c'est le pour. Maintenant, il y a quand même des limites. C'est qu'une fois qu'on a dit, le pilote là, regarde, l'autre il fait 3 km/h plus vite ici, comment on fait pour aller plus vite? Quand est-ce qu'on sait si la différence est importante? Là, il est 2 km/h plus vite. Est-ce que c'est important, pas important? Qu'est-ce que ça impacte sur mon temps? Et puis, il y a une chose, c'est pareil, j'aurais pu le mettre vraiment en rouge, c'est que dans les datas, une seule courbe ne donne pas toute la vérité. Donc, on va avoir différentes choses. On voit la vitesse, on voit un écart de vitesse.
À partir de cet écart de vitesse, on peut identifier quelque chose, mais si on veut trouver la raison, il y a deux possibilités. Une, on demande au pilote ce qu'il a fait. Pourquoi dans ce virage-là, tu es moins vite ou plus vite au tour 6 qu'au tour 4? C'est à lui de se souvenir. Et si effectivement le pilote ne se souvient pas qu'on n'a que les datas, quand je dis que, je vais mettre des guillemets, il faut aller chercher dans les autres courbes pour comprendre. Est-ce que c'est la trajectoire? Est-ce que c'est le freinage? Est-ce que c'est le moteur? Qu'est-ce qui a fait que? On a toutes les réponses, mais une seule courbe ne suffit pas. Et ça, c'est peut-être le point qui est le plus délicat quand on aborde des datas, c'est qu'il va falloir apprendre à combiner les informations entre elles, combiner la vitesse avec les jets longitudinaux, combiner les jets longitudinaux avec le moteur, pour essayer de comprendre ce qui se passe. C'est pas si compliqué que ça, mais effectivement, ça demande un minimum de pratique, un minimum de base, et c'est en tout cas pour ça qu'on fait ce programme ensemble. Euh, Ça va jusque-là. Si vous avez des questions sur ce que je viens de dire, sur les chiffres, sur les repères, posez-les peut-être rapidement dans le chat. On en prend deux, trois s'il y a des questions particulières là-dessus. Sinon, on avance. Une de Je réponds Léo. à Pierre. Attends, je réponds à Pierre-Alexandre déjà. Quand il a dit, face dans une droite, on perd 2 à 3 km/h, ça fait un bon dixième. Oui, c'est 2-3 km/h sur toute la ligne droite. Sur toute la ligne droite, oui, c'est une différence significative. La question de Léo, 5 à 8 Vmax en kart, y a-t-il une grosse différence? Alors, sur la Vmax en tant que telle, 5 km/h ou 8 km/h, oui, c'est énorme en tant que différence. Par contre, si c'est juste la vitesse de pointe à la fin de la ligne droite, là, ça n'a pas beaucoup d'écart. Donc, en fait, c'est ça. En fait, les deux questions là qui sont de Léo et de Pierre-Alexandre, elles sont bonnes. Deux remarques, c'est qu'effectivement, ça dépend si on parle de la fin de la ligne droite avec juste la Vmax ou si on parle de toute la ligne droite. C'est un petit peu ce que je voulais dire, ça fait du bien de le préciser. Finalement, quand on a ne serait-ce que des fois 2 km/h d'écart sur toute la ligne droite, ça fait une différence gigantesque. Par contre, si c'est simplement la fin de la ligne droite, et en carte, notamment si on tire un petit peu plus court et puis que le moteur s'effondre, à la fin, on prend plus de vitesse, on arrive à 120 et puis l'autre, il va continuer de 120 à 124 sur les 20-30 derniers mètres. Ça fait pas d'écart. Euh, les questions, les Oui. questions, Est-ce comment que, bien configurer notre Ray Studio? Ouais, je montre les trois infos après. est-ce que l'IA peut Euh, nous aider à analyser? Ça, on en parle tout à l'heure, tiens. On le garde pour la fin. Mhm. Je l'oublierai pas. Promis. Promis, je l'oublierai pas. Tiens, si c'est un circuit rapide ou un circuit lent? Ah, euh, Oui, je alors, pense à... ouais, je comprends un peu la question. C'est peut-être par rapport au repère de temps à gagner ou à perdre. Par exemple, 1 km/h en moyenne, qu'est-ce que ça fait sur un circuit rapide ou lent? Ouais, il y a des petits écarts là-dessus. Les repères que j'ai donnés sont des repères indicatifs. C'est qui viennent plus de certains calculs que j'ai faits, puis aussi des observations au fur et à mesure des analyses. Mais voilà, faut pas prendre forcément ça au dixième près. La succession de virages en circuit à 70 km/h, c'est faisable ou pas? Je ne sais pas, ça dépend des virages. En tout cas, je comprends pas trop. Ok. Ça dépend aussi du véhicule. Euh, ouais, aussi, ouais. Ok. Bon, en tout cas, voilà, quelques repères de données. On va maintenant aller sur comment on caractérise. Et la première chose dont je voulais parler, c'était l'accélération longitudinale. Pourquoi l'accélération longitudinale? Parce que c'est le freinage. Alors, une image et en moins de 5 minutes, vous allez tous savoir ce qu'est un bon freinage d'un mauvais freinage. Alors, ici, on a une courbe d'un circuit qui est normalement Hockenheim, si je me souviens bien. Mais en fait, le freinage idéal, il doit ressembler à un V, comme ça.
Ça, c'est le freinage tel qu'on doit le voir dans les datas. Je parle en voiture, tel qu'on doit le voir dans les datas, soit quelque chose comme ça, vraiment avec une descente très très prolongée, très très prononcée, très abrupte, et puis une remontée, pareil, sans un coup. C'est ce qui est l'image du freinage dégressif, tel qu'on l'appelle. Donc c'est un V. Tout ce qui s'éloigne en voiture, tout ce qui s'éloigne de ce V, signifie quelque chose. Donc ici, le pilote a fait plein de choses. C'est moi en l'occurrence, donc je suis content de l'avoir mis celle-ci. Euh, Il y a plein de choses qui sont pas bonnes sur le frein, les freins ici. Le fait qu'on remonte, on a une petite valeur, une chose comme ça c'est pas bon. Ça signifie quelque chose. Ça signifie bah, globalement que on ne relâche pas complètement le frein ou en gros on freine, on relâche et puis on se rend compte qu'on a freiné trop tôt, donc on attend un petit peu avant de revenir. Ça va arriver pas mal. Ici, c'est à peu près la même chose au milieu. Là, on aura un freinage qui serait presque constant et pas dégressif du tout. Donc à chaque fois qu'on a des petits écarts comme ça, qu'on a des petites choses en voiture, c'est pas idéal. L'autre chose qu'on va regarder, et peut-être la première, c'est la valeur de frein. Donc quand on clique sur la ligne ici dans Race Studio, vous avez le mini. Et le mini, c'est votre valeur de frein en fait, la valeur maximum de frein. Je vais vous en parler un petit peu de ça. En fait, ça, c'est important à savoir, à connaître. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que mes freins sont constants? Est-ce que je freine toujours à la même valeur ou un coup je freine fort ou pas fort? Alors, évidemment, il faut tenir compte de est-ce que j'ai un gros freinage ou est-ce que j'ai pas un gros freinage? Là, j'ai pas un gros freinage. Là, j'ai un gros freinage. Là, j'ai un gros freinage. Là, un freinage plutôt pas mal. Et après, ça reste des freinages moyens. Donc, il faut en général que les freinages les plus importants soient équilibrés et qu'ils aient une forme vraiment en V pour la voiture. En karting, je le montrerai, mais on a toujours cette forme très abrupte vers le bas. Et en fait, on va s'en éloigner un tout petit peu selon qu'on soit en X30 ou en KZ. On va remonter peut-être de manière un petit peu plus large, mais je vous le montre directement sur RStudio après. Les valeurs cibles, j'aurais pu poser la question, mais je vais vous les donner comme ça. La valeur mini de frein, ça, c'est des repères qui sont importants. En karting, pour les pneus, par exemple CIK, les pneus Prime, là, on peut aller jusqu'à 1,8 G, ou on doit aller jusqu'à 1,8 G sur alors, les freinages en ligne droite, quand on a vraiment un gros freinage, c'est ce qu'on doit atteindre. En KZ, avec les pneus en France, on compte, on doit aller jusqu'à 1,5. Donc, si les gens qui font du KZ ont déjà regardé leur G longitudinaux, si vous n'atteignez pas un 5, posez-vous des questions. Et puis, si vous ne l'avez pas encore fait, ce sera la première chose à regarder. Et en X30, il y a à peu près un G. OK? Ça, c'est des valeurs cibles. Alors, ces valeurs cibles, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on doit les atteindre partout sur tout le circuit, mais ça veut dire qu'il y a au moins un endroit ou deux sur le circuit où on doit atteindre ça. Dans les gros freinages. Si vous avez un gros freinage en ligne droite, si vous n'atteignez pas cette valeur, il vous manque très probablement du frein. En voiture, j'ai mis des valeurs, alors c'est un petit peu plus flexible, un petit peu plus light, mais en pneus de série, allez, catégorie Twin Cup, catégorie C1, environ 1 G. En plus, en C1, il y a l'ABS qui nous perturbe un petit peu, qui fait des choses un petit peu bizarres dans les courbes, mais grosso modo 1 G. OK? Pneu slick GT 1,2, 1,5. Bah, je mets GT par exemple entre Clio, le Swift, ce genre de choses. Voilà, si on a des voitures avec des pneus slick pas trop tendres, on peut atteindre ça. Et puis monoplace proto, 1,8, allez, on va dire Formule Renault, les anciennes, 2,5, si vous avez une Norma Proto, là on peut aller taper dedans, hein.
Et puis Formule 3, Formule 4, aux alentours de 2G, des valeurs un peu indicatives, mais qui donnent bien un repère de ce qu'on doit atteindre, hein. OK? Je suis un petit peu plus large, je dirais, sur la voiture parce qu'il y a un petit peu plus de facteurs. En karting, on est quand même vraiment très très proche des valeurs que j'ai données. Voilà. Dites-moi, n'hésitez pas à faire s'il y a des commentaires, s'il y a des questions par rapport à ça. J'y réponds dans quelques instants dans le chat. OK? Ou si ça va pour le freinage. Dans les questions. Pas de questions sur le Euh, freinage. Alors on avance. Analyse GPS et Si trajectoire. justement on a des questions sur le freinage. Ah, ça arrive. J'ai été assez patient. Excuse-moi, c'est mon micro ou c'est ma douce voix qui ne portait Ça pas va. assez Vas-y, jusqu'à Strasbourg. je Euh, t'écoute. la question, c'était déjà, est-ce qu'il faut calibrer l'accéléromètre de l'AIM? Son positionnement a-t-il un impact? En principe, non, pas trop. Déjà, c'est les données qu'on voit, c'est les données du GPS, c'est même pas les données de l'accéléromètre en tant que tel, c'est le GPS en fait qui donne ça. Et Donc ça Est-ce n'a pas un qu'il gros impact s'il est un peu dans un sens ou dans l'autre. Bon, évidemment, c'est mieux de l'avoir un peu en face et qu'il soit lisible. Il n'y a pas raison d'avoir des positions complètement folles. Mais moi, je l'ai déjà mis un petit peu incliné. On retrouve les bonnes valeurs, à peu près. l'AIM doit-il être fixé sans bouger dans la voiture? Si fixé sur patte métallique qui peut vibrer, est-ce que ça change les données? C'est mieux, en principe, ça ne change pas fondamentalement, mais c'est quand même mieux d'avoir quelque chose d'un petit peu stable. C'est surtout de l'avoir un peu en face de toi, soit d'avoir accès aux infos. Donc, s'il est au centre du volant, c'est le meilleur endroit, quoi. Je sais que c'est pas toujours possible, mais voilà, c'est là le meilleur endroit. Et la forme du freinage en moto. La fin de quoi? La forme du freinage en moto. Quelle est-elle? Euh, Ouais, la forme du freinage en moto, elle va se ressembler, j'allais dire un petit peu entre la voiture et le karting. Je le montre sur la démo directement sur Ray Studio après. Mais on a de toute façon toujours le pic vers le bas et puis on a une remontée qui est un petit peu plus. Je vous le montre, je vous le montre après. Ok, ça va. On avance. L'autre chose qu'on peut voir, bah, la trajectoire, on en a parlé. Le deuxième contributeur, quand même, celui qui tient à cœur à pas mal de gens. Avec Ray Studio, on arrive à avoir alors les trajectoires et des comparaisons de trajectoires. Je vais tout de suite euh, aller répondre ou en tout cas briser quelque chose, c'est que les trajectoires sont des comparaisons, mais pas absolues. C'est-à-dire qu'il y a souvent des écarts entre la vue Google satellite, là, la vue satellite, et la trajectoire. C'est-à-dire ici, là, pour ceux qui connaissent le circuit, c'est Zolder, ben, c'est pas possible d'être là, parce que là, on serait dans le mur, on serait de l'autre côté du mur. Donc en fait, on se retrouve souvent avec ça, c'est-à-dire quand on a la carte, de dire en même temps, là, je suis dans l'air. Non, c'est pas une comparaison absolue, c'est une comparaison relative. La différence, c'est que quand on a une vue satellite, en général, c'est un satellite qui l'a prise. Il faut comprendre que les données GPS, on se connecte à 7, 8, je sais plus, je crois, entre 6 et 12 satellites selon les appareils, en tout cas un nombre de satellites conséquent qui permettent d'avoir une précision, mais forcément, ça peut avoir un petit décalage sur la piste. Et on l'observe notamment sur les anciens, sur les Micron 5, c'était souvent le cas. On avait pas mal de décalage. Ou si dans une session, vous avez des fois un passage nuageux, vous avez des choses, on perd un satellite, on en récupère un, on va avoir des fois des petits décalages. Donc, la trajectoire, on l'observe de manière relative, mais pas absolue. Là, sur le point que j'ai marqué ici, ça ne veut absolument pas dire qu'on est à 2 mètres de la corde à cet endroit-là. Il est très probable que le pilote violet il soit carrément sur le vibreur et l'autre un petit peu en dehors. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'on visualise très très bien la différence entre deux courbes de l'une à l'autre et c'est ça qu'il faut regarder. Comportement moteur et boîte. Donc le troisième point peut-être, comportement moteur et boîte,
c'est très, très, très facile dans RStudio d'identifier les endroits où, par exemple, on a besoin de vérifier si on est dans la bonne plage ou si on dépasse la bonne plage. Euh, les pilotes KZ, si vous ne le savez pas encore, je vous le dis, les tours minutes sont extrêmement importants, les passages de rapport. Si vous passez par exemple de 3 en 4 à 13 008 au lieu de 14 002, vous prenez un dixième dans la vue, si c'est au milieu, si c'est au début de la ligne droite. Et ça, c'est validé, vérifié avec plein de pilotes. C'est hyper, hyper important d'être extrêmement précis en KZ, à 100 tours près le short shifting, ensuite aller chercher exactement le tour minute. C'est très bien dans les datas de pouvoir visualiser en un coup d'œil où est-ce qu'on dépasse, où est-ce qu'on a nos régimes, euh, et notamment pour tous les pilotes karting, si vous regardez juste les RPM sur le boîtier, alors si vous êtes en KZ, les RPM maxi n'ont pas de sens. Je crois que c'est du KZ ici. Par exemple, là, je suis en train de rétrograder. On va avoir 16 000, je ne sais pas quoi. Euh, si vous avez ça sur votre boîtier, vous dites, oh là là, est-ce que j'atteins vraiment ça? Non, c'est pendant le rétrogradage. OK, est-ce qu'il faut l'enlever ou pas? Ça, vous choisissez, mais dans tous les cas, c'est pas la valeur représentative. Et quand vous êtes en X30, la valeur qui n'est pas représentative, c'est la valeur mini. Puisque si par exemple vous prenez très fort et que vous avez un blocage, vous allez descendre très 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 bas, mais c'est pendant la phase de frein, donc ça compte pas. C'est pas en fait les RPM mini qu'on veut avoir. OK? Et puis, une petite coupe supplémentaire que je pense que tout le monde ne connaît pas, c'est le slip and dine. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend à faire ensemble. C'est un calcul, c'est la division en fait, hein. On divise les RPM par la vitesse ou les vitesses par la vitesse par les RPM. Et en fait, c'est ce qui va nous permettre d'identifier les pertes de motricité, d'identifier les blocages de roue aussi, et le glissement. Et ça, c'est en karting, c'est hyper, hyper utile. Il faut l'avoir. Donc ça, à le faire impérativement. Les secteurs. Alors, question sur les secteurs. Je vous remets un petit peu à contribution. Déjà, est-ce que vous n'utilisez pas de secteur? Si vous prenez les 3 secteurs de la piste ou si vous faites des secteurs personnalisés. Rapidement, un petit sondage. Je veux bien savoir ce que vous faites sur les secteurs. Perso, les 3 secteurs, j'ai entre 7 et 10 secteurs selon les circuits. Perso, 3 secteurs, ceux de la piste, pas de secteur. Freinage, je n'utilise pas les secteurs. Perso, ça va trop vite. 3 secteurs, secteur perso, perso, secteur, pas de secteur. Ok, 3, secteur piste. donc quelques secteurs personnalisés, la plupart du temps les 3 secteurs de la piste et parfois pas de secteur. Hein, on ne fait pas de pourcentage, mais ok, on voit ça. Alors là, je suis désolé d'être ferme. Une seule règle, les secteurs de frein à frein. Les 3 secteurs de la piste, on les oublie, ils sont sympas, mais ils ne servent à rien. Et en fait, vous allez découper la piste avec des secteurs de frein à frein. Il y a quelques exceptions là-dessus, parce qu'effectivement, quand on a une chicane, quand on a 2 virages qui suivent avec un tout petit coup de frein entre les deux, on en les deux, voilà, ça c'est les exceptions, mais dans 95% du temps, de frein à frein. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, quand on découpe de frein à frein, ça nous permet d'isoler complètement un virage. C'est quoi la définition d'un virage pour un pilote? En fait, la définition d'un virage pour un pilote, c'est d'abord, je commence par freiner, je freine, je rétrograde si j'ai une boîte de vitesse, je tourne, fais la rotation de ma voiture et je réaccélère. Ça, c'est la définition d'un virage. Je réaccélère jusqu'à ce que je refreine, bien sûr. Donc, quand on découpe ça, ça permet, si on a fait une faute à un endroit, en fait, ce qu'on fait après n'a pas d'impact. Ou la faute que j'ai fait n'a pas d'impact sur ce que je vais faire après. Je ne sais plus quel circuit c'était ici, et il tourne dans ce sens-là. Par exemple, imaginons, voilà, on tourne là,
J'arrive ici, ah, je me loupe complètement entre le 3 et le 4 là. Bah, si là, j'appuie sur le frein, ce que j'ai fait ici, c'est oublié, hein. Si je m'étais loupé et que j'avais pas de vitesse, bah, j'ai juste à freiner un petit peu plus tard et je récupère le fil. Donc en fait, c'est vraiment vital de frein à frein parce que c'est ce qui va vous permettre d'isoler tous les virages et de pouvoir vraiment vous améliorer virage par virage. Ok. Est-ce qu'il y a des questions Oui. là-dessus? On a plusieurs questions. Alors, pas sur le secteur, chose qu'on avait vu juste avant. J'ai branché le capteur GPS externe qu'il y avait sur le Micron 4. Est-ce plus précis que le GPS du Micron 5? Je sais pas. Entre Micron 4 et Micron 5, je sais pas vraiment. Ça dépend du nombre de satellites qui sont connectés, mais je peux pas dire pour ça. En karting mini, combien en freinage sur longitudinal accélération? Mini, c'est un petit peu moins de 1, c'est pas beaucoup moins que 1. On arrive 0,9, 0,8, 0,9, c'est pas mal. Karting mini. Ouais. J'ai en karting de location. Ah oui, karting de loc, là pour le coup, on n'arrive pas à un G. On va être autour de 0,6, c'est déjà pas mal, 0,7, mais karting de loc, il y a peu de grosses zones de frein et les datas sont super importantes en karting de log pour comprendre est-ce que je dois plutôt mettre un tout petit coup de frein et avoir une trajectoire serrée ou est-ce qu'il faut au contraire que j'élargisse et que je passe à fond. Ça va vous servir à ça dans 80% du temps, les datas. Les valeurs de frein sont un petit peu moins prégnantes, on va dire, en loc. C'est plus est-ce que je freine ou est-ce que j'arrondis. C'est plus là où ça se joue. Très bonne question qui est de comment découper ce secteur sur RStudio. Et oui, je vous le montre. Juste un tout petit mot sur la fin des secteurs et j'embraye avec Ray Studio, j'aurais fini avec la préparation, la présentation. C'est que effectivement dans le découpage des secteurs, c'est ce qui permet de faire le meilleur temps théorique par rapport au meilleur temps réalisé. Ce meilleur temps théorique, c'est un meilleur temps qui est atteignable. Si vous avez 25 secteurs tels que Ray Studio le fait automatiquement, ça sert à rien. Si vous avez que trois secteurs, bah ok, mais si vous avez fait le plat et puis que après vous avez été super bon, vous ne le saurez jamais, parce que vous aurez juste un camp moyen. Et donc là, quand c'est comme ça permet d'identifier, de comparer. Bah ici, je crois que sur cet exemple-là, voilà, entre le tour du meilleur tour, 96, 87, là, ici, on a un petit dixième à gagner, à savoir si on va le chercher ou pas. Mais en tout cas, ça permet vraiment de comprendre sur soi-même. Et c'est aussi, la première chose, c'est ne pas avoir besoin de repères, c'est le faire sur soi-même. Comment est-ce qu'on gagne du temps? Et où est-ce qu'on va le chercher? Ok, j'embraye avec Ray Studio en direct, comme ça je montre différentes choses. Euh, allez, j'ai ça. Comment est-ce qu'on crée ces secteurs? Donc, on l'a vu, où est-ce que ça se jouait? Le petit bouton droit ici, Unlock Split and Segment Management. Et puis, à partir de ce moment-là, vous pouvez placer ça dans un sens ou dans l'autre. Vous pouvez accéder à je merge le segment avec le précédent, je le divise, je le renomme. En fait, c'est avec ce bouton droit et toutes ces fonctions-là qui vous permettent de faire ce que vous voulez. Par exemple, si je vais faire celle-ci, j'ai divisé le secteur en plein milieu. C'est peut-être pas ce que je voulais, mais voilà, c'est ce que j'ai fait. Et puis après, merge avec précédent. Et je suis remis. Je vous montre aussi un truc, c'est qu'une fois que vous avez fait vos secteurs, là, ici, option, Save Profile. Si vous ne faites pas ça, vous perdez tout ce que vous avez fait. Et il y a plein de gens qui démarrent. Je crée celui-là qui dit, mais à chaque fois que je configure quelque chose, il faut que je reprenne à zéro et c'est pénible. Bref, c'est ici que ça se joue. Ok, un
exemple qui va illustrer, je l'ai trouvé tout à l'heure, un peu au hasard, mais voilà, je l'ai retrouvé tout à l'heure. Euh, Nous sommes sur le circuit de Zolder, nous sommes en C1 et on a le premier tableau de configuration avec la vitesse en haut. Donc, on accélère, on descend, on freine. Le latéral, on ne va pas trop s'en servir tout de suite. Et le GPS longitudinal, voilà, qui est celui qui nous intéresse le plus. C'est quoi? Je vais enlever le latéral. Je vais faire ça. Voilà. Comme ça me laisse un petit peu plus. Et je vais enlever ce rayon. Voilà, juste pour qu'on soit focalisé sur le freinage. Déjà, bah, rapidement, si on regarde les valeurs de frein, 26, 23, ouais, voilà, et qu'on regarde la forme, elle n'est pas top. On a quelque chose comme ça. Sauf que sur ce type de voiture, il y a un ABS, et l'ABS empêche le pilote d'avoir une super forme de frein. Si, bah, on n'a pas grand-chose d'autre à faire. Ça, par exemple, c'est typique. Ça pourrait être typique d'un pilote qui soit pas très très bon, mais ça pourrait être aussi, c'est typique aussi d'un ABS. Quand on a un ABS, on va écrêter un petit peu les choses, on va être sur un signal comme ça. Donc ici, on sait qu'il y a un ABS, donc je me focalise pas sur la forme du freinage. Ok. Euh, Malgré tout, ce que je voulais montrer ici, c'est que on a le pilote violet qui est euh, un peu plus rapide que le pilote vert. Et en fait, il y a même une différence significative, hein, 2 secondes et demie. Et si on regarde le time compare, donc c'est comparaison des deux. Donc à chaque fois que le violet gagne du temps, en fait, on voit que c'est en palier là. Vous notez que c'est en palier là, à chaque fois. Hein, ça fait des créneaux là. Et où est-ce qu'il gagne du temps à chaque fois? C'est uniquement le freinage. Il freine un petit peu plus tard, un petit peu plus fort. Alors évidemment, en vitesse de passage, là aussi, ici, hein, je fais un petit peu un raccourci, une vitesse de passage chaque fois qui est plus grande. Mais en fait, à chaque fois qu'on a un créneau comme ça, c'est lié directement au freinage. Alors, le freinage, je l'associe avec la vitesse un petit peu plus rapide dans le virage. Mais j'avais bien aimé cet exemple parce que finalement, ça montre vraiment que toute l'accélération qui suit derrière, il y a 1 km/h d'écart, quoi, hein. Le petit kilomètre, on le retrouve. Ça fait pas beaucoup d'écart sur le chrono, hein. J'étais à 2,0, là, ouais, je suis toujours à 2,0, quoi. Je vais même reperdu un tout petit peu de temps si on est strictement thématique là-dessus. Mais en tout cas, où la différence se fait, elle se fait au démarrage du freinage jusqu'à ce qu'on ait pris la courbe. Avec un freinage un peu plus tardif, un freinage un peu plus appuyé, un meilleur freinage. Ça, c'est typique. Alors, c'est pas aussi évident que ça tout le temps, mais je voulais quand même vraiment vous le montrer parce que ce truc-là est quand même euh, assez représentatif de ce qu'on peut avoir. Donc voilà. Déjà, une question de répondu là-dessus. Euh, je vais montrer des cours de karting. Karting sur le circuit de Soucy. Et ici, pareil, les cours de pilote avec une différence quand même assez significative. On a un peu plus d'une seconde. Et là, pour le coup, on voit que la perte de temps, elle se passe à peu près partout. Elle se passe à peu près partout. Euh, et elle se passe à peu près partout. Et en fait, quand on regarde les vitesses, à droite, il y a des petits écarts. Euh, des petits écarts quand même significatifs, 2-3 km partout. Et puis, ce qu'on va surtout constater, c'est aussi la différence au niveau du frein. Elle est encore beaucoup plus visible qu'en C1. Là, pour le coup, sur ce freinage, on freine vraiment beaucoup plus tard. On voit aussi que
Je vais le grandir un petit peu. La vitesse max ici atteinte, donc c'est 119 pour le violet et 116 pour le vert, ça fait 3 km/h, mais c'est juste parce qu'il va freiner plus tard en fait, hein. Il va freiner beaucoup plus tard. Et effectivement, sur la portion là, il n'y a pas beaucoup d'écart de temps. Le freinage est de meilleure qualité. La quantité de frein, 60. Vous vous souvenez ce qu'on a dit tout à l'heure? J'avais dit 1,5. Pourquoi on a 1,60 par exemple ici? 1,59. Il y en a qui connaissent le circuit de souci? J'imagine que oui. C'est à cet endroit-là. Je pose une petite question comme ça. Est-ce que vous auriez une idée de pourquoi le pilote il réussit à atteindre 1,60 alors qu'en principe, c'est 1,5? Il y en a qui tentent des réponses? Dénivelé. Yes, merci pour ça. Ouais. En fait, quand on est en montée, on va avoir des G un petit peu plus importants. Et quand on est en descente, on va avoir des G peut-être un petit peu moins importants. D'accord? Donc voilà, le dénivelé a un impact là-dessus. J'en profite, donc je suis là pour parler de la forme idéale. Euh, Là, on n'en est pas loin. Sur le V, sur ce freinage-là, on est vraiment très très proche de la forme idéale de ce qu'on doit avoir en KZ. Karting KZ, c'est à peu près ce qu'on doit avoir ici. Là, il y a un petit truc, voilà, qui est au niveau du rétrogradage. En voiture, ce serait un peu significatif. En KZ, ça ne l'est pas tant que ça. Le violet, il a plutôt une bonne qualité de freinage. Euh, il y a des endroits où le freinage ne ressemble pas à grand-chose, mais c'est parce qu'il y a peu de freinage sur une zone comme ça. Et ce qu'on est en freinage en appui. Si vous voyez la courbe, là, sur toute cette zone, là, on a un freinage en appui. Donc forcément, à partir du moment où on a un freinage en appui avec beaucoup de latéral, c'est très difficile d'avoir une forme idéale. Mais globalement, retenez que celle-ci, là, elle est plutôt pas mal. C'est un peu ça qu'on doit avoir en KZ. Hum, Qu'est-ce que je peux vous montrer ici? Je vous montre un petit coup le moteur. Ah, mon RPM, il est parti. Alors, ça me permet de vous montrer quelque chose. Ici, par exemple, j'ai la vitesse et mon slip engine. Et puis, si je veux rajouter les RPM, je vais les chercher ici. Et hop, j'ai ma courbe de RPM. Ce qui va être intéressant de voir ici, entre le vert et le violet, c'est où sont les grosses différences. Là, il y a une très grosse différence. Il y a un pilote qui passe un rapport de plus et l'autre qui pousse sa vitesse. Qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien? Évidemment, on arrive à le voir tout de suite avec ça. Il y a d'autres endroits où là, par exemple, le pilote violet redescend beaucoup plus bas dans les tours, c'est qu'il a moins rétrogradé. Donc, il passe ce virage-là avec une vitesse de plus que l'autre. On le voit aussi de manière très significative sur le slip engine. Là, les deux courbes sont plus alignées. Et, alors là, pour le coup, je vais faire un petit focus là-dessus. Vous voyez toute cette partie-là sur le vert, il y a zéro motricité ici. Zéro motricité. Et cette zéro motricité, c'est critique en KZ. Donc en fait, on le voit à la fois parce que les RPM vont dans tous les sens, voilà, et puis on le voit aussi parce que le slip and line, il fait un pic vers le haut. Voilà. Donc là, vous détectez tout de suite un pilote qui a perdu la motricité en 30 secondes. Hum, je vais vous montrer quelque chose aussi qui est très très important.
tant sur Race Studio que tant sur le karting que sur la voiture, c'est le cercle d'adhérence. Alors, je ne vais pas vous expliquer en long et en large ce qu'est le cercle d'adhérence, parce que ceux qui me connaissent, ceux qui ont déjà fait quelques programmes avec moi, savent que c'est une session d'1 heure, voire 1 heure et demie, où on parle du cercle d'adhérence, mais c'est quelque chose qui convient de maîtriser. Le cercle d'adhérence, on ne peut pas faire des analyses karting sans connaître, sans lire le cercle d'adhérence, parce que, euh, alors, vers le haut, on a le freinage, vers le bas, l'accélération, on tourne à droite, on tourne à gauche, et on va dire la forme idéale, je vais essayer de la dessiner, hein, je mets ça en vert. La forme idéale, c'est je prends fort vers le haut, je me balade jusqu'au maximum à peu près, et puis j'accélère avec un peu plus que ça. Ça, c'est à peu près la forme d'un cercle d'adhérence telle qu'elle doit être. Et tout ce qui s'éloigne de ça a des significations. Et ces significations, c'est ce qui vous permet de décrire avec précision le comportement du kart. Où est-ce que je pivote? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai du sous-virage? Est-ce que je survire? En un clin d'œil, on sait le lire avec le cercle d'adhérence. Notamment, quand on a ce truc-là, ici, là, hop, sur le violet, et bien là, c'est une belle glissade avec un perte de vélocité sur virage à cet endroit-là. Pour le vert, ce serait plutôt là où il y a quelque chose qui se passe. Euh, la différence ici entre les deux, voilà, sur l'engagement, il y en a un qui utilise le plus le train avant que l'autre. Donc, tout ça, sont des informations qui sont hyper importantes et qu'on apprend à voir ensemble, ou en tout cas que je vous engage à aller voir parce que c'est vraiment ça qui va vous donner tout le comportement de votre voiture ou de votre carte là-dessus. Ok, voilà à peu près. Je vous montre quelques autres fonctions sur Ray Studio qui sont importantes de configurer. Le split time, je l'ai montré tout à l'heure, c'est ce qui va faire la différence sur le théorique. Hum, L'utilisation de la piste en grand, c'est bien de l'avoir. On va vérifier si on juge que la différence entre les trajectoires est importante ou pas. Et encore une fois, ici, une abstraction du fond d'écran, parce que les pilotes ne pas rouler dans l'herbe ici, hein, c'est pas possible. Euh, j'ai quelques tableaux supplémentaires sur les freins que je me suis construit qui permettent ici, en un clin d'œil, de voir quel pilote freine plus tôt, plus tard, ou quel tour je freine plus tôt, plus tard, et combien de temps je freine. Donc là, on le voit sous forme d'un créneau. Et on va avoir, où est-ce qu'il est? Voilà. Ça, c'est un tableau que j'utilise énormément, secteur par secteur, et qui donne plein d'infos sur le secteur. Le temps du secteur, la distance du secteur, la vitesse maximum que j'ai atteinte, au point de corde. Là, ce chiffre-là, c'est la distance de freinage. Je m'explique. C'est la distance à laquelle je commence à freiner à partir du début du secteur. Donc, 21, c'est le début du secteur qui freine 21 mètres après. Cool. Alors, ton, 14 ton mètres. micro saccade un petit peu, Stéphane. Ok. Je vais arrêter de bouger ma souris. En fait, c'est la distance de freinage ici. Et plus le chiffre est grand, plus on freine tard. La distance par rapport au début du secteur. Voilà pour le coup encore une bonne raison de plus de définir les secteurs de cette manière-là, c'est que là, vous allez capter votre distance de freinage. Et ça vous permet de savoir en un coup d'œil si vous freinez régulièrement ou pas régulièrement. Léger, le mini léger, voilà, qu'on atteint, ce chiffre-là, c'est la distance pendant laquelle on est freiné, elle n'est pas forcément significative en karting. Le rayon mini, quel rayon je fais, est-ce que je vais avoir une trajectoire plus serrée ou plus large, et à quel endroit j'ai mon rayon mini. Donc avec ça, on arrive vraiment à recouper complètement
le comportement d'un car ou d'une voiture sur un secteur. Un petit, allez, les chiffres là dans cette colonne, 14, 17, 15, 14, 20, 21, 17, 19, 19, 16, 21. Ok? C'est la distance de freinage, hein, globalement, donc c'est ça. Le pilote suivant, comme ça, 25, 25, 25, 25, 25, 25. Ah, il y a un 27 ici, il y a peut-être une tentative de dépassement, quoi. Hyper, hyper régulier. Et la régularité, c'est le premier truc à capter quand on veut aller vite. Il faut d'abord être régulier. Faut pas croire qu'on sera régulier une fois qu'on va vite. C'est dans l'autre sens que ça marche. Et là, du coup, on voit mais vraiment nettement différence entre les deux pilotes, la régularité. Les 110, il n'y a pas 1 km/h d'écart entre si sur la section, c'est 1 km/h. Quand vous faites ça, c'est-à-dire vous faites plaisir aux gars qui analysent les datas, mais vous faites plaisir à vous d'abord, parce que là, c'est super régulier. Ok. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que j'ai pu montrer là? Euh, oui, où trouve-t-on le Sleep Engine? Il faut le construire. Ça fait partie des mathématiques qu'il faut construire. Alors, désolé, je ne vous montre pas ce soir comment on le construit parce que ça prend un petit peu de temps. Euh, Ça fait partie, dans tous les cas, des choses qu'on fait ensemble. C'est des configurations, pareil, les configurations là qui sont montrées, c'est des choses qui sont partagées avec le programme, les canaux mathématiques aussi, tout ça est fait. Euh, ouais. Ouais. Mais oui, à construire soi-même. Ajouter toutes ces valeurs dans ce tableau. Une question? Je disais comment ajouter toutes ces valeurs dans ce tableau. Toutes les valeurs du tableau, oui, c'est avec custom layout. On va créer, vous allez vous créer vos propres tableaux. Donc, un custom layout, je le fais là. Je vais pas le faire en entier, mais attendez, je sais plus où c'est ça, ouais, je crois que c'est ça. Custom layout, ouais, custom. Créer un beau tableau et après, il faut reconstruire ici avec le bouton droit. euh, Par exemple, si on choisit, et je crois que c'est Channel Report, c'est l'un des deux, je me souviens plus, mais je le fais un petit peu comme ça. Voilà. Et à partir de là, on va ce tableau-là, on va choisir les canaux, leur donner un maximum, faire des calculs. Il y a plein de trucs de dingue qu'on peut faire là-dedans. Il faut passer un petit moment. Et dans tous les cas, les configurations, on les partage. Donc voilà. D'autres questions? On est bon? Bon, je ne sais pas si on est encore là. Oui, je sais pas, j'ai pas entendu. Je pense qu'il y a eu une petite coupure. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On avait des questions par rapport au bateau, mais je pense que le plus simple, c'est de nous contacter directement par mail pour qu'on puisse voir ce cas particulier euh, Oui, je veux de bien façon parler du générale. bateau en particulier et même regarder les données de bateau précisément avant de me lancer dans des choses. Donc, je veux bien qu'on prenne contact ensemble et qu'on se fasse une petite visio, ne serait-ce que pour regarder les cas spécifiques du bateau. Euh, ouais, je veux bien. Je veux bien. Ok. Comment intégrer les Alors, données de deux pilotes en même temps? ben, c'est ce qu'on a fait, par exemple. C'est ce qu'on a fait là. On a deux pilotes différents ici, hein. Il y a des pilotes qui sont intégrés, qui sont ensemble. Simplement, alors, ah oui, c'était ici, dans le tableau de les sessions. Bah, ici, vous prenez et vous choisissez les pilotes que vous voulez, quoi.
Voilà. Dernière question. Pouvez-vous montrer le V pour le freinage moto? Le freinage moto. Oui. Est-ce que c'est là, pardon. C'est ici. Freinage moto, je vais enlever les autres. Encore que on va prendre- c'est pas très différent. Ouais. C'est assez similaire entre karting et voiture. Ça me plaît bien. C'est pas mal. Euh, Ici, les petits à-coups sur le relâchement. Là, je pense qu'il y a des à-coups à chaque rétrogradage. Il faudra aller voir. Mais globalement, ça, c'est assez idéal en moto. Ça ressemble pas mal à ce qu'on vient de voir. Ça ressemble pas mal. Alors, je suis sur une piste de karting aussi, hein, voilà. Mais globalement, on va retrouver la même chose. Très proche. Ok. Bon, et bien, pour ceux qui sont encore là, maintenant, on a encore de super choses à vous montrer. Et j'ai pas oublié la question de l'IA. Donc, je vais reprendre la présentation. Et on a vraiment deux choses super importantes à vous montrer. Une, c'est l'application My Racing Coach. Si, je pense qu'il y en a qui la connaissent déjà, et si vous ne l'avez pas, vous allez pouvoir vous précipiter sur les stores pour la télécharger parce que c'est un projet sur lequel on travaille depuis plus d'un an, en fait, qui arrive maintenant avec une bonne maturité. Et en fait, c'est ce qui va vous permettre de faire un super combo avec avec l'AIM. Vous téléchargez dans notre appli directement depuis le Micron. Donc voilà, on se connecte avec l'appli directement sur le Micron, on charge ces données et nous, on vous fait des trucs de dingue. C'est-à-dire, on fait le découpage automatique du circuit. Donc les secteurs sont faits automatiquement d'après votre propre fichier. Voilà, on découpe ça de frein à frein avec un algorithme un peu costaud derrière qui prend en compte aussi un minimum de configuration de circuit. Et en fait, ça va vous donner directement les endroits sur lesquels vous devez travailler avec les valeurs représentatives. Le rayon mini, la trajectoire, la vitesse mini, l'endroit sur lequel prennent. Donc tout ce que je vous ai montré un petit peu dans Race Studio là, et ce que je vous ai montré, c'est le minimum. C'est ce qu'on doit être capable de faire quand on fait des analyses en 5 minutes. Moi, si j'ai 5 minutes, c'est ce que je vais regarder. Et ben en fait, ça, l'analyse sur l'appli vous le fait directement, automatiquement. Il y a plein d'autres fonctions sur l'application. On a un site qui est myracingcoach.ai sur lequel vous allez retrouver les fonctions de l'appli, un carnet de bord, on peut rentrer sa voiture, on peut mettre ses analyses virage par virage, tous les guides utilisateurs. Euh, on peut comparer avec l'appli Alphano et AM. Donc, si vous avez un collègue sur la piste qui a un Alphano et vous ne savez pas comparer, ben, en fait, on sait le faire avec notre appli. Donc, il y a vraiment plein de trucs à faire avec ça. Et cette appli se veut vraiment le guide, l'outil du pilote pour vraiment noter tout son feeling, noter toutes ses sessions, noter ses réglages. Donc, il y a vraiment plein de choses. Je vous invite vraiment à la découvrir. C'est gratuit pour l'instant. Ça ne va pas le rester. Mais pour l'instant, c'est gratuit, donc vous pouvez complètement utiliser les analyses en même temps que vous voulez. Et on est en train de travailler sur le freinage idéal qui va arriver là, courant juin. Donc, ce que je vous ai montré, les valeurs de frein, on est capable de les recalculer à partir de vos courbes. Donc, si vous avez une courbe et qu'aujourd'hui vous êtes à 1,2 alors que vous devrez être à 1,4 sur cette configuration de virage, on va vous le dire. On va vous dire ce que vous devriez faire sur le frein. Donc voilà,
Jeter un coup d'œil, utiliser et puis évidemment nous faire votre feedback là-dessus parce qu'on est preneur de toutes les remarques, bonnes comme pas bonnes, comme des choses qui ne fonctionnent pas complètement, parce que voilà, c'est encore en développement, mais c'est quand même déjà un produit qui est très très bien abouti et qui est un super complément pour analyser ces données. Voilà la première chose, l'appli. La deuxième chose, c'est bon, maintenant qu'on a vu tout ce qu'on Alors, pouvait faire juste une avec les petite données, question, est-ce que l'appli est compatible avec Solo 2? oui, 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 Solo 2, Micron 5, 6. Il y a encore d'autres appareils IM qui doivent arriver, mais Solo 2, oui, oui, bien sûr, ouais, ouais, ouais. On se connecte direct sur le Solo 2 et on ramène les données. OK, maintenant qu'on a fait ça, vous avez une appli, vous avez aussi Ray Studio pour ceux qui veulent aller plus loin et faire de data avec lui. On vous propose la chose suivante. Donc, on a évidemment des choses qui sont en ligne, mais en fait, ce qu'on vous propose là, c'est de dire qu'on se donne un challenge, un mois pour maîtriser ces data. Et on fait une session ensemble, en petits groupes, voilà, de pilotes, ceux qui voudront bien travailler avec nous. Et donc, pendant 4 mardis, on va se voir et on va faire, j'allais dire, le minimum vital, mais surtout le maximum pour être capable d'analyser ces data. Au bout d'un mois, vous savez lire des data, vous savez faire vos data, et surtout, vous savez, parce qu'on m'a posé la question avant à la masterclass, vous savez voir dans vos data là où ça cloche. Vous n'avez pas besoin d'avoir du pilote qui va une seconde plus vite que vous pour savoir où est-ce que lui va une seconde plus vite que vous. Dans vos données, vous trouvez là où vous pouvez aller plus vite. Et ça, c'est vraiment précieux. Pas uniquement avec le secteur, hein. Les secteurs, bien sûr, on va commencer à travailler là-dessus, mais aussi identifier, ah oui, là, mon freinage n'est pas bon, donc je peux gagner du temps. Ah, mon utilisation moteur n'est pas bonne, donc je peux gagner du temps. Et comment je fais sur 2 virages pour savoir lequel va le plus vite? Je vais essayer de trouver des choses. Aujourd'hui, les datas sont suffisamment puissantes, et par exemple, moi j'en fais beaucoup, hein. Dans ma base de données, bon, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a plus de 4000 sessions. Je ne les ai pas toutes vues, mais il y en a quand même un gros paquet que j'ai passé en revue. Aujourd'hui, avec les pilotes avec lesquels je travaille, 80% du temps, je fais des datas pour eux, je ne compare même pas avec les autres. Évidemment, au fur et à mesure du week-end, on commence à avoir des tendances. Ah ben là, il y a une trajectoire qui est un peu meilleure que l'autre, je passe l'info. C'est à ce moment-là où j'ai commencé à comparer, mais en fait, c'est plus pour montrer aux pilotes ce qu'ils devraient faire. Et une fois qu'on est, j'allais dire, à ce niveau-là, on arrive à voir, reconnaître les endroits où on devrait aller plus vite. Et ça, c'est parfois des belles satisfactions, mais c'est quelque chose que je vais vraiment vous apprendre. Et je l'ai vu dernièrement, là, à Sens, un pilote très rapide à KZ qui a gagné la course et tout. Donc, il n'avait pas besoin de moi pour gagner la course. Il était grand malgré tout. On a bossé sur un virage. Il dit, écoute, ce virage-là, tu devrais essayer de faire ça plutôt que ça. Et il n'était vraiment pas convaincu. C'était pas avec ce feeling. Ça n'empêche que quand il a fait ce que je proposais de faire, en fait, c'était le secteur le plus rapide de toutes ces sessions. Donc ça, c'est vachement important parce que je l'ai parlé au début. Comment on développe son feeling, c'est avec ça qu'on le fait. Et quel que soit son niveau. Le temps, ça va de soi. Et quand on a un level un petit peu plus haut, ouais, c'est bon aussi. 4 modules, donc on va voir les secteurs personnalisés, le freinage, le cercle d'adhérence, les canaux mathématiques, les configurations personnalisées. On va parler aussi de tout ce qui est vidéo, analyse virage par virage. On va beaucoup parler du feeling du pilote. Et vraiment, l'idée, c'est de partir du pilote pour aller vers les datas. Donc, avec ces 4 sessions, vous ne serez pas ingénieur de course en 4 sessions, ce n'est pas le but. Par contre, effectivement, avec ces 4 sessions, vous comprenez ce que sont les datas pour le pilote, avec le pilote. Ça, c'est important. Si ça marche, je vous ai mis quelques retours, mais on a Mathieu, je crois qu'il va venir d'ailleurs, je ne sais pas s'il est là ce soir, mais en tout cas, je sais que ça l'avait beaucoup aidé en course, donc sur la terre. François, c'est un de nos plus grands supporters en C1, et je sais qu'il y a des gens qui sont en C1 ce soir, et les dixièmes gagnés à vie, c'est son expression, donc je ne vais pas lui voler.
Avec Maxime, c'était ça. On a bossé, et même à distance d'ailleurs, faire une session de data pour trouver 2/10 et savoir exactement où il manquait sur le circuit. Et c'est ce qui a permis d'être devant et de pouvoir se battre jusqu'à la fin du championnat de France. Donc oui, les data, ça fonctionne à partir du moment où on s'y met. On vous propose la chose suivante. Euh, sur la base de nos programmes qui sont sur le site. Alors, les 4 sessions du mois de juin, voilà. Le but, c'est de développer son propre protocole d'analyse personnelle. Voilà. On le fait ensemble. On a 4 mardis comme ça. Au fin juin, vous savez faire ça. Vous savez votre propre protocole d'analyse. Donc, il y a les 4 sessions. Il y a une session en plus, une visioconférence en direct qu'on a mis ensemble en one-to-one individuel pour qu'on analyse nos données. Et puis, à l'autre bout de l'échelle, euh, en plus de ces sessions-là, on a 10 masterclass qui sont déjà enregistrées où il y a, on va parler du freinage pendant 1 heure et demie, on va parler du cercle d'adhérence pendant 1 heure et demie, des paramètres moteurs. Là, c'est vraiment pour aller beaucoup plus loin. Et surtout, ce qu'on fait avec ça, c'est un suivi annuel. Donc, en fait, pour toute la saison, là, tout le reste de la saison, on a un suivi ensemble, course après course, avant, après la course. J'ai pas beaucoup de limites sur l'engagement que je mets là-dedans, c'est-à-dire le nombre de fois où on se voit. Mais en tout cas, effectivement, si vous voulez devenir expert, ça. Et puis, on vous a fait, on va dire, notre meilleure offre, c'est d'étendre le programme bronze avec 4 sessions supplémentaires, ce qui revient à peu près au programme argent, mais on le fait à 499 au lieu de 799. C'est le seul, voilà. Ça, c'est la meilleure offre qu'on peut vous faire. Et vous trouvez ça sur notre site directement ou inscription immédiate. On démarre le mardi. Quelle date j'avais mis, Guillaume? Le mardi 9 juin. 9 Le juin, mardi c'est 9 ça. juin. On a le 9 juin, le 16, le 23 et le 30 juin. On enchaîne quatre mardis ensemble pour pouvoir passer un cap en un mois. Voilà. Donc vous avez juste à franchir le pas, le faire avec nous ensemble directement sur le site. Vous choisissez votre programme entre le minimum pour comprendre faire son protocole d'analyse ou vraiment aller plus loin selon votre besoin. Ceux qui ont besoin de travailler avec des pilotes différents, par exemple, si vous, votre objectif, c'est de faire des datas pour des pilotes, pour votre équipe, pour plusieurs pilotes, je recommande minimum d'avoir les 4 sessions supplémentaires parce qu'il y a quand même vraiment besoin d'avoir un côté très individuel et d'aller au-delà du simple ressenti sur la piste. Pour ceux qui font les datas pour eux-mêmes, juste en tant que pilote, bah, en fait, euh, faire déjà le programme, c'est très bien. Et puis, bah, vous allez voir au fur et à mesure que vous pratiquez, comment vous développez votre feeling et comment vous utilisez ces datas. Sur le site, le paiement est sécurisé, PayPal 4 fois et Stripe. Les replays sont accessibles tout le temps. Donc, je sais que ce soir, il y a quelques personnes qui ont déjà fait ce genre de programme. Je crois qu'ils ont encore accès. Et évidemment, il y a 2 ans, ils étaient avec moi. Ils ont encore accès au programme parce que si on a besoin d'y revenir, il n'y a pas de raison que ce soit pas limité. Et puis, l'accès est immédiat, évidemment. Et on peut même dire que Voilà ce que je les pouvais vous masterclass sont même mis à jour enfin, on va dire après chaque session. Et donc là, les programmes qui ont été pris il y a 2 ans ont été mis à jour sur le site. Oui, ils sont toujours là. Donc, voilà, Guillaume, je pense que tu as partagé les liens, Oui, n'est-ce pas? les liens sont dans le chat, ils sont aussi dans votre boîte mail. Vous recevrez le replay aussi de cette masterclass demain. Oui. Et Un, ouais. Un mot sur le rallye, parce que je ne m'ai pas posé la question, mais un mot sur le rallye. Tout ce qu'on voit là fonctionne pour le rallye avec certaines réserves. C'est que le rallye, on a des conditions de route qui changent, donc on ne va pas comparer forcément un truc par rapport à l'autre. Par contre, je fais des datas de rallye, notamment avec Mireille Viduera, qui est championne de France féminine.
assez régulièrement avec elle. On voit plein de choses dans ces datas, mais ça demande effectivement d'avoir un minimum de compréhension, c'est-à-dire d'avoir la data analytique plutôt que la data de comparaison. Et pour ça, je pense que ce qu'on propose, c'est le meilleur moyen d'arriver à comprendre ce qu'on peut extraire de ces datas en rallye. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles on peut répondre? Je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Bah, dans ce cas-là, euh, j'allais dire, je vous attends en ligne sur le programme. Si certains veulent prolonger la discussion avec moi pour des cas de figure spécifiques, que ce soit moto, bateau, je n'ai pas beaucoup parlé, ou rallye, voilà, j'ai pas beaucoup parlé spécifiquement là-dessus. Si vous voulez le faire pour être sûr avant de vous engager, je suis à votre dispo. Donc, tu peux même mettre mon calendrier, Guillaume, dans le chat si quelqu'un veut prendre rendez-vous avec moi. C'est complètement open. Et puis sinon, bah, je serais super heureux de faire ces 4 sessions avec vous pour essayer de vous transmettre le maximum de ma passion des data. Merci à Le lien tous dans le chat. et à très bientôt. Oui, on peut m'appeler demain pour le bateau, Jean-Yves, avec plaisir. Les futurs ingénieurs qui veulent devenir ingénieur data en sport auto, c'est une bonne question, Mathéo. On pourra en parler plus précisément, mais en fait, il se trouve que je suis en contact avec certaines écoles, certains étudiants, et en fait, ils ont besoin de ce qu'on fait là pour comprendre et faire un lien avec la piste. Ce qu'on propose, c'est très, très orienté du pilote. Donc, vous ne saurez pas régler une voiture, je dirais, avec ça, c'est le but. Par contre, on comprend exactement ce qui se passe pour le pilote et c'est à ça que ça sert. Donc, ben, il y a des étudiants qui travaillent avec nous pour ça. Là, on le contacte si besoin. Où est-ce qu'on trouve l'accès promotionnel argent sur le site? C'est au moment où vous mettez dans le panier. Vous prenez le bronze, vous mettez dans le panier. Dans le panier, on vous propose d'avoir cet accès promotionnel au programme argent. Donc, sur la page, je peux même la montrer d'ailleurs. Vous avez sur le site, là, programme bronze, acheter le panier. Ensuite, on voit le panier. Et dans le panier, voilà, vous avez accès à ça. Et là, donc, vous avez programme argent 499 au lieu de 699. Oui, Nicolas, pour la course de côte, j'ai pas réussi à lire les datas, mais on va se reparler pour effectivement solutionner ça. Et pour revoir la conférence, il y a le replay. Seb, merci à vous en tout cas. Bonne soirée, merci pour votre participation. C'est Et je vous dis tous. encore à très bientôt en ligne pour la suite.